Bonjour et bonne arrivée comme on dit ici. Je suis Hello et je vous accueille sur ce podcast pour qu'on découvre ensemble l'Afrique profonde. L'Afrique qu'on imagine mais qu'on ne connaît pas. Celle qui brille de mille couleurs mais qui se confronte aussi chaque jour à la pauvreté, la maladie et la mort. On parle aussi d'Afrique fraternelle, d'Afrique chaleureuse, d'Afrique festive. L'Afrique qui rayonne. Vous découvrirez avec moi des personnalités touchantes, attachantes, aux histoires parfois difficiles, mais dont la force et le courage sont indéfinissables. Vous apprendrez à connaître le Gabon où je vis actuellement, pays d'Afrique centrale au niveau de l'équateur, accolé au Congo et au Cameroun. C'est parti, je vous laisse écouter l'épisode et j'espère qu'il vous plaira. Mbolo et bonne écoute. Il y a un an, Benjamin arrivait au Gabon pour vivre une expérience inédite. Une vie qu'il a choisie, pour 2 ans, en autarcie complète au fin fond du pays. C'est au parc de la Lekedi à Bakumba qu'il explore la beauté de la nature, pour étudier la biodiversité, recenser les espèces avec un œil toujours vigilant sur la préservation de l'environnement et des savanes. Bonjour Benjamin. Bonjour Elodie. Je suis ravie d'avoir cette chance de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Merci. Est-ce qu'on pourrait commencer cet épisode par ta présentation, s'il te plaît ? Oui, déjà merci de me recevoir et merci pour l'invitation. Un plaisir. Donc je suis Benjamin Bureau, je suis ingénieur écologue actuellement en poste au parc de la Lekedi, donc en contrat de volontariat. Avant ça, j'étais au Sénégal et j'ai un profil généraliste. Donc, quand on parle d'ingénieur écologue, c'est quelqu'un qui appréhende l'environnement dans un aspect systémique et donc qui va considérer un petit peu tous les aspects environnementaux dans son approche. D'accord. Et du coup, comment est-ce que t'es arrivé ici finalement ? Alors, j'étais donc en poste au Sénégal et la situation Covid a fait que j'ai dû mettre en pause mon contrat au Sénégal, donc je suis rentré en France pour quelques mois. Après, les frontières étant fermées, j'ai eu quelques difficultés à reprendre mon contrat et finir mon travail là-bas. D'accord. En attendant, vu que j'arrivais sur une fin de contrat, j'ai commencé à chercher la suite, ce que j'allais faire après. Donc c'est regarder un petit peu les offres qui s'ouvrent par-ci par-là. Et moi, j'ai un profil un petit peu qui est destiné à l'international, notamment sur tout ce qui est écosystèmes tropicaux. Et donc je cherchais au-delà de la France et je suis tombé sur cette offre au parc de la Lekedi qui m'avait l'air intéressante et surtout qui me ferait sortir des sentiers battus et de ce que je pourrais trouver ailleurs. Donc j'ai postulé, j'ai eu la chance d'être pris et je suis arrivé là en janvier de l'année dernière, en 2021. Ok, donc ça fait 1 an voilà. Que t'es ici. Et j'entendais que tu parlais du Sénégal avant, donc d'autres expériences avant en Afrique ? Oui, donc j'ai fait 2 stages au Bénin pendant mes études. J'ai fait une partie de mes études aussi au Sénégal. J'ai fait 1 an en Master 1 à Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop. Et ensuite, j'ai travaillé donc en contrat 2 ans, 2 ans et demi dans le Sénégal oriental, au sud-ouest du Sénégal. D'accord. Et à chaque fois, c'était des missions orientées biodiversité ? Oui, totalement. Après, au Sénégal, c'était encore plus généraliste, c'est-à-dire qu'on intégrait des problématiques de développement local, de médiation communautaire, donc c'est les échanges avec les populations et faire en sorte que certains projets soient mieux expliqués, plus accessibles. Et c'est beaucoup de sensibilisation. Je faisais aussi de l'éducation à l'environnement et du tourisme, de la communication. C'était vraiment, on intégrait absolument toutes les problématiques. D'accord. Donc Sénégal, Bénin, Gabon, une passion pour l'Afrique ? Pas tellement à la base, c'est un petit peu mon premier stage, donc c'était quand j'étais Bac+2 au DUT, j'ai eu la chance de pouvoir faire mon premier stage au Bénin, et suite à ça, les opportunités ont fait que je suis retourné sur le continent africain plusieurs fois, donc Afrique de l'Ouest essentiellement. Là, c'est ma première fois en Afrique centrale, qui n'a effectivement rien à voir avec l'Afrique de l'Ouest, et je suis pour l'instant très épanoui dans le travail que je fais sur ce continent, mais j'ai vocation à terme de découvrir ce qui se fait ailleurs, notamment en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud. D'accord. Et tu dis donc c'est pas du tout comparable les anciens pays d'Afrique que tu as fait par rapport au Gabon ?
Non, vraiment. Déjà, même le Bénin et le Sénégal, qui sont tous les deux en Afrique de l'Ouest, n'ont absolument rien à voir, que ce soit en termes de culture, de paysage, de biodiversité. C'est comme comparer au final la France et le Bénin ou la France et le Sénégal, de Ah oui, comparer à le ce point. Sénégal et le Bénin. C'est vrai, ça n'a vraiment rien à voir. D'accord. Mm. Ok. Et du coup, ici, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu des missions que tu as au parc de la Lekedi, c'est à Bakumba, c'est ça? C'est ça. Absolument. Du coup, je suis venu ici, donc d'après la fiche de poste, je devais travailler un petit peu sur une veille de ce qu'on appelle le suivi écologique. Donc c'est suivre dans le temps certaines espèces ou l'évolution d'écosystèmes. Et ça, c'est pour la compagnie minière du Haut-Ogooué, donc la Comilog qui est ici à Moanda. Donc je D'accord. devais travailler avec eux parce que ils veulent suivre une population de chimpanzés sur leur zone d'exploitation, D'accord. qui considèrent comme marqueur et indicateur du dérangement que leurs activités engendrent sur la faune. D'accord. Et Donc, qui pourrait les freiner dans le développement des mines, par exemple? voilà, exactement. Donc, ce qui ferait qu'ils devraient anticiper ou avoir des mesures d'évitement pour éviter justement le dérangement de cette faune-là et de dire à un moment, cette activité-là, non, on ne peut pas la faire ou on doit la faire autrement parce qu'on va engendrer un dérangement de la faune ou une altération des écosystèmes. D'accord. Et au-delà de ça, donc dans le parc de la Lekedi, où j'habite et je travaille au quotidien près de Bakumba, je dois travailler sur ce qu'on appelle la caractérisation des savanes. Donc c'est-à-dire comprendre quelles sont toutes les espèces qui composent une savane, pourquoi on appelle ça une savane, dans quelle proportion ces espèces doivent être représentées pour dire que là, la savane, elle est en bon état, elle est naturelle, elle n'est pas dégradée, ou à l'inverse, là, cette savane, on a un problème, on a des espèces qui sont pas censées être là, elle a été beaucoup trop anthropisée, donc impactée par l'homme, il faudrait peut-être faire quelque chose pour la conserver. D'accord. Et donc ça, c'est un des aspects de mon travail. Et l'autre, c'est de savoir quelle est la richesse du parc en termes de biodiversité, donc quelles sont toutes les espèces qui composent les systèmes du parc. D'accord. Donc quand je dis système, c'est écosystème au sens très large. Tant sur la faune que la flore? Exactement. Ok. Et moi, ce qui m'intéresse sur le plan personnel, c'est de savoir quels sont les usages qu'on fait et qu'on a fait de la flore, mais aussi de la faune. Parce que c'est généralement, lorsqu'on intègre l'homme dans ces gestions-là, dans la gestion de l'environnement, c'est important de savoir quels bénéfices l'homme tire de l'environnement. Bien sûr. Et donc tu me parlais de savane et tu m'as dit c'est quoi une savane? Et ben moi je voudrais bien savoir, c'est quoi une savane? C'est une grande question. On peut découper généralement les savanes en énormément de critères. Souvent, ici au Gabon, c'est un milieu qu'on va qualifier de milieu ouvert, donc c'est-à-dire que c'est vraiment à l'antipode de la forêt. La forêt qui est composée de grands arbres qui peuvent faire 20 mètres de haut, qui est très fermée, qui est sombre une fois qu'on est à l'intérieur, très dense. À l'inverse, la savane va être peu représentée par des arbres et ce qu'on appelle les espèces ligneuses, donc qui sont composées de bois. Et on va avoir beaucoup de plantes qui sont des herbacées, donc des herbes, des plantes au sol, des plantes à fleurs qu'on voit facilement. Et donc ça, c'est au sens large et un petit peu, si on simplifie les choses, c'est ce qu'on va qualifier de savane. Maintenant, au Gabon, déjà, on s'aperçoit que dans la même province du Haut-Ogooué, on a différents types de savanes qui sont particulièrement différentes et qui ne sont pas du tout à traiter de la même manière entre celles du parc de la Lekedi, celles qu'on a aux abords de Moanda et celles qui sont à 200 km de là au sud, du côté de Léconie, de la frontière congolaise, qui n'ont absolument rien à voir, mais qui restent des savanes. Ouais. Ouais, c'est balèze quand même. Oui, c'est justement tout ce qui complique ce genre de travail, parce qu'on a tendance à, pour simplifier les choses et les rendre accessibles aux gens, et même dans l'approche des problématiques qui intègrent plusieurs disciplines, on a tendance à simplifier les choses, voire beaucoup trop, mais ce qui les rend fausses. Ouais. Et donc c'est tout l'enjeu du travail, parce que cette caractérisation des savanes rentre aussi dans le cadre d'une compensation environnementale de la compagnie minière du Haut-Ogooué, qui souhaite compenser les savanes qui sont dégradées dans le cadre de l'activité minière, voilà, et donc de savoir quel est l'état initial d'une bonne savane qu'on est censé atteindre, et que eux, sur les plateaux qu'ils exploitent, veulent atteindre, et que nous, on est censé restaurer au niveau du parc de la Lekedi. Sauf que ces savanes sont différentes, donc ça complique les choses. Ouais, pour arriver à savoir qu'est-ce que c'est une bonne savane, si elles sont différentes, c'est exactement. C'est compliqué. Voilà, et donc c'est via le recensement d'espèces que
tu vas réussir à savoir la composition de la savane et du coup, si c'est une bonne savane, c'est comme ça? Exactement. Alors, il y a beaucoup de critères et en fonction des compétences et de tout ce qu'on sait déjà sur ces systèmes, on va avoir une tendance à privilégier certains aspects. Mais généralement, on va travailler sur ce qu'on appelle des espèces bioindicatrices. Donc, c'est-à-dire que ce sont des espèces qui, par leur présence ou leur absence, indiquent un état de santé du milieu. Donc, par exemple, vous allez avoir une espèce de libellule qui va être très sensible aux moindres changements dans le milieu. Si elle disparaît du milieu, qu'on n'arrive plus à l'observer, c'est qu'il y a un problème. D'accord. À l'inverse, une plante invasive qui va avoir tendance à coloniser une savane très facilement, mais qui n'est pas du tout localement présente initialement, ça veut dire que si elle est très présente, il y a un problème aussi dans ce milieu. Et après, vous avez aussi beaucoup d'espèces qui sont en fait interdépendantes. Donc par exemple, des plantes à fleurs qui vont avoir besoin d'une espèce de papillon, d'une espèce d'oiseau pour qu'il y ait la pollinisation qui soit faite ou qu'il y ait la dissémination de graines qui soit faite. Et donc ce sont tous ces petits aspects-là. On va aller chercher justement ces espèces qu'on appelle remarquables et bioindicatrices pour savoir justement dans quel état est la savane. Et alors comment est-ce qu'on va chercher ça? On part à l'aventure Alors à la base, oui, totalement. En pleine forêt ou en pleine savane. Exactement, on va faire ce qu'on appelle des prospections. Donc très simplement, c'est se balader en savane et donc avec un certain objectif quand même en tête et de rechercher ce qui peut être, ce qui sort du lot. Donc il y a aussi l'écologie du paysage qui rentre en jeu. Donc c'est quand on prend les choses dans leur globalité. Et vraiment en termes de relief, l'association des différents systèmes. Donc comment est-ce que la savane et la forêt se rencontrent? On va traiter tout ça et pour ensuite les mettre en relation et savoir si là je peux me pencher sur cette espèce parce qu'elle m'a l'air intéressante ou non. Au final, c'est ce que je vois un petit peu partout. Donc c'est peut-être intéressant d'une certaine manière, mais au final c'est pas ce qui va me permettre de vraiment savoir. Ça c'est complexe. Voilà. Et donc il faut répliquer énormément ces fameuses balades de prospection pour savoir sur quoi vraiment porter l'attention. Il faut beaucoup de patience. Beaucoup de patience, être minutieux. L'expérience aussi, peut-être plus tu avances dans ta mission et plus tu te rends compte de ce qui est important ou pas. Et il faut beaucoup de temps pour se dire que, parce que on est totalement tributaire de la floraison des plantes qui n'ont pas lieu aux mêmes saisons, de la fréquentation de certaines espèces qui ne sont pas toujours à la même période de l'année. Donc généralement, il faut au moins 1 an pour savoir avoir une vue au moins d'ensemble et au moins une deuxième année pour se dire ok, maintenant je sais à quoi ça ressemble dans l'ensemble. Maintenant je sais que je peux aller chercher telle ou telle espèce parce que je l'ai déjà vue, qu'elle est rare, que il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. D'accord. Et en termes d'animaux, il y a quoi comme animaux dans le parc de la Leketi? Dans le parc, il y a beaucoup d'animaux. Si on s'intéresse à ce qui sera le plus parlant, on pourra parler des chimpanzés, des gorilles. On a 6 espèces de céphalophes, donc c'est une espèce de bovidé. C'est un peu un cousin entre l'antilope et le buffle. D'accord. Donc il y en a beaucoup au Gabon. D'accord. C'est un des rares pays où il y a autant d'espèces qui sont représentées. Et ensuite, on a aussi le léopard. On a pas mal d'autres petits primates, comme le hocheur à nez blanc, le moustake bleu, le mangabé à joues grises, etc. Le mandrill aussi. Le mandrill, exactement, qui est du coup endémique du Gabon. Et après, il y a beaucoup d'autres espèces qui seront moins parlantes, comme les genettes. Il y a aussi, ce sont comme des petits chats sauvages, si on simplifie, ce sont un petit peu des mini léopards. Mignon. Voilà. Il y a le chat doré. C'est un petit peu dans la même lignée, sauf que là c'est encore plus proche du chat. C'est vraiment la même famille du chat. Après, vous avez aussi beaucoup de micro-mammifères. Il y a énormément d'oiseaux différents. Les reptiles, on a peu de données parce que c'est un travail qui est un peu plus compliqué. D'accord. Il faut vraiment s'y connaître pour réussir à les débusquer et la documentation manque un peu. Donc on a peu de travaux de référence pour savoir ce qui est présent. Et de même pour les insectes. Ouais. Donc il y a pas mal de taxons, donc d'animaux qu'on va avoir du mal à répertorier parce que pas forcément décrits ou pas forcément capitalisés donc dans des livres qu'on pourrait avoir ou dans des travaux qui représentent
tous les papillons du Gabon ou toutes les libellules du Gabon, ce genre de choses. Ouais, ça c'est pas facile Non. quand t'es chercheur finalement. Voilà. Il te manque un peu des données. C'est ça. C'est à toi de les construire. Voilà. Ou alors il faut être expert, mais ça veut dire que quand on est expert, on s'y connaît extrêmement bien sur les oiseaux, mais c'est tout. Ou on s'y connaît extrêmement bien sur les plantes, mais c'est tout. Toi, et tu du dois coup, un peu tout connaître. C'est ça. Et je crois que tu m'as pas parlé de gorilles, mais il y a des gorilles aussi. Il y a des gorilles, absolument. Ouais. Donc c'est ça, les gorilles, c'est même une sous-espèce, comme les chimpanzés, c'est une sous-espèce. Donc sont les gorilles des plaines de l'Ouest. D'accord. Qui sont différents des gorilles qu'on va trouver au Congo. Ok. Par exemple, et les chimpanzés, pareil, c'est une sous-espèce, et ce sont des chimpanzés qui sont différents de ceux qu'on va trouver en Guinée-Conakry. Donc c'est des espèces qu'on trouve que au Gabon, comme c'est des sous-espèces. Alors généralement, ça se recoupe un peu avec Cameroun, Congo et Centrafrique. Ce sont surtout des espèces qui se retrouvent dans les forêts équatoriales. Et toutes ces espèces dont tu m'as parlé, donc il y a quand même le léopard. Ouais. Chimpanzé. Ouais. Bon, c'est des espèces qui sont quand même assez dangereuses. Quand tu vas te balader, comme tu dis, pour observer justement la faune et la flore et faire tes analyses, tu te confrontes à ces animaux. Potentiellement, ouais. Il y a aussi les buffles nains qui sont les plus intimidants, pour moi en tout cas jusqu'à présent, parce qu'on les trouve dans les savanes, donc un des milieux auxquels je m'intéresse beaucoup, et qui se déplacent uniquement au sol, et qui n'ont pas forcément l'habitude de prendre leurs jambes à leur cou ou d'être très aux aguets sur notre présence. Donc ils vont nous détecter un petit peu tardivement, parfois trop tardivement, et on ne sait jamais comment ils vont réagir. Et donc il y a parmi toutes ces espèces, effectivement, on est parfois confronté à certaines intimidations qui ne dépendent pas que de nous, et qui dépendent du caractère qu'on a en face, parce qu'il y a un caractère individuel en fonction des animaux et de l'individu qu'on va avoir en face, et on ne sait pas quel est leur passif, quel est leur état d'esprit au moment où on les rencontre. S'ils sont dans un groupe, on ne sait pas s'il y a des petits dans le groupe, s'il y a des femelles en chaleur qui peuvent affecter l'envie de protéger son groupe. Et donc parfois, effectivement, on se fait quelques frayeurs, et c'est là où c'est très important d'apprendre à savoir réagir et à savoir lire les comportements des animaux auxquels on peut être confronté, et en fonction de savoir s'adapter à ses comportements et à son milieu. Parce que quand tu pars en exploration, tu pars seul ? Alors ça dépend. L'année dernière, donc j'avais avec moi quelqu'un qui était en stage, donc on était très souvent tous les deux pour les travaux de terrain. Or ça, à part si je pars avec quelqu'un qui souhaite venir avec moi sur une sortie, je suis généralement seul. Il faut savoir que par sécurité, on a l'interdiction de rentrer en forêt en étant seul et sans radio, sans moyen de contacter autrui, etc. Donc ça, c'est une interdiction formelle pour tout le monde. Et sinon, en savane, c'est autorisé. Souvent, c'est beaucoup plus, on a une meilleure lecture du terrain. Oui, d'accord. On est plus sur des hauteurs. Donc, en colline où le réseau a plus de chances de passer. Donc, quand bien même on n'a pas une radio, il y a plus de chances de pouvoir contacter quelqu'un et c'est plus facile de se mettre à l'abri. C'est moins inhospitalier qu'une forêt. Ah ouais. Ouais. Mais ça dépend aussi parce qu'une savane qui est très dense, donc avec des herbes qui sont hautes, qui font parfois 2 mètres, des buffles qui peuvent être n'importe où dans cette savane, avec aucun arbre dans lequel se réfugier par rapport aux buffles ou autres, effectivement, ça peut être à double tranchant. Et du coup, t'es déjà arrivé une rencontre comme ça, imprévue? Absolument. Une fois, on traversait une savane avec Bastien, mon stagiaire. Et donc on avait sur notre droite et sur notre gauche, à quelques centimètres de nous, des herbes hautes qui faisaient plus de 2 mètres, très denses, donc on ne voyait absolument pas ce qui pouvait y être. On savait que c'est une zone où il y a un large groupe de buffles nains qui s'y aventurent très fréquemment, qu'ils n'ont pas forcément une habitude de l'homme, donc ils peuvent en avoir peur, ce qui est à notre avantage, mais qui par contre sont nombreux, donc avec beaucoup de gros mâles, beaucoup de femelles, potentiellement des petits, des jeunes, et donc le souci étant qu'on ne connaît jamais la composition à l'avance de ce qu'on va avoir en face. À un moment, on marche sur une petite piste, et un peu sur notre gauche, on aperçoit, un moment où l'herbe est moins dense, on aperçoit un jeune qui devait avoir peut-être 1 mois.
Donc vraiment un bébé buffle, et qui était seul. Qui ressemble à un veau, du coup, en termes de taille. Totalement, qui ressemble à un veau qui est roux. Et donc là, la première démarche à faire, c'est de s'arrêter, d'écouter et d'essayer de jauger la situation. Et nous avions les yeux rivés sur ce bébé buffle, en essayant de chercher où est sa mère. Où est-ce que son regard va se diriger? Peut-être qu'après nous avoir vus, il va aller regarder sa mère. Il ne bouge pas, il nous fixe. Et on n'a aucune indication sur où peut être sa mère. On est à 20 mètres de lui, ce qui est beaucoup trop proche si sa mère est un petit peu loin. Donc on attend patiemment, on essaie de voir sans faire de gestes brusques ou sans taper des mains, parce que souvent, quand on sait qu'il y a quelque chose loin devant nous, qu'on pourra rien en tirer en termes de données, donc d'observation, on tape dans nos mains pour se signaler, histoire que l'espèce ne soit pas surprise et que elle puisse fuir s'il y a un besoin de fuite, et que on se retrouve pas nez à nez dans une situation potentiellement dangereuse. Et donc là on évite parce que on n'a aucune indication sur la taille du groupe qui est avec ce bébé buffle, où est la maman, où sont les autres, voilà. Donc on attend, il finit par appeler sa mère. Donc sa mère qui réapplique, qui au final était du même côté de lui, donc très bonne chose pour nous. Et après donc ils s'en vont tranquillement, une bonne chose de faite, très bien. Sauf qu'on avait une partie du groupe qui était sur notre gauche. Vous aviez pas vu. Voilà, une partie du groupe qui était sur notre droite. Donc sur notre gauche, on avait ce bébé buffle qui a rejoint sa mère très bien, mais ensuite on entend les buffles sur notre gauche qui râlent et qui appellent le reste du groupe, qui est sur notre droite. Et nous, on se retrouve pile entre les deux. Vraiment, on est au milieu du groupe. Et donc avec une visibilité un petit peu réduite, pas forcément de quoi se mettre à l'abri facilement. Donc c'est un petit peu délicat. Et donc là, deuxième chose à faire, c'est garder son sang-froid, analyser, écouter, décrypter, et on finit par entendre en trombe, on sent le sol un petit peu trembler. Et c'est au final le roi lion. Ce n'est pas une blague légende, ou une exagération. Effectivement, quand des buffles se mettent à courir, on sent le sol qui vrombit. Et donc on les voit arriver un petit peu sur notre droite. Ils sont une trentaine. Donc tout le reste du groupe, avec des mâles particulièrement impressionnants, mais généralement les mâles, c'est pas ce qu'on craint. Ils sont vieux, ils sont lourds, ils sont intimidants, ils vont pas chercher à se rapprocher. Les mamans, s'il y a un vrai problème avec le petit, sinon ce sont surtout les jeunes. Les jeunes qui ont envie d'en découdre, qui sont vifs, qui ont beaucoup d'énergie et qui sont curieux en plus. Donc ceux-là, on les aime moins. Et donc ce groupe arrive sur notre droite et là, il faut réagir rapidement. Parce que nous, on n'est pas du tout proche d'un arbuste derrière lequel se mettre. On n'a aucun moyen d'être intimidant parce qu'on peut pas lever les bras. On est plus bas que l'herbe haute. Donc, ils nous voient pas. On peut pas taper dans les mains parce que ils s'en foutent complètement à ce stade-là. On sera pas du tout assez intimidant face à un groupe pareil. Et donc, on voit un petit arbuste. On se dit, on va se mettre derrière l'arbuste et on va essayer d'utiliser l'arbuste pour les intimider. Donc, on se met à l'abri, entre guillemets. Je saisis l'arbuste et je le secoue fortement parce que du coup c'est un arbuste qui fait 3 mètres, des branches qui bougent de manière un petit peu affolante, ça peut faire peur. Ça marche, mais ça marche 10 secondes. Donc ils fuient et ensuite ils reviennent. Sauf que ces jeunes buffles, ils étaient à peu près 6-7 et ils étaient en formation mêlée de rugby. Donc vraiment épaule à épaule et ils bougeaient, c'était impressionnant la synchronisation, ils bougeaient vraiment ensemble. Ils étaient très vifs sur leurs réflexes et ils pouvaient être très rapides. Donc là, c'était compliqué parce que nous, il fallait on avait un groupe derrière, mais a priori, ça, c'était bon. Ils savaient qu'on était là, ils allaient pas venir. Mais on avait ce groupe-là en face de nous qui voulait rejoindre le groupe qui était derrière nous. Et si on voulait bouger à gauche ou à droite, on était à découvert et face à un groupe de buffles qui voulait passer sur notre chemin. Donc, compliqué. Et donc il a fallu ruser, essayer de les intimider le plus possible jusqu'à avoir une fenêtre d'ouverture pour qu'on puisse se mettre hors de leur chemin. Et donc c'est ce qui a fini par fonctionner. C'était à plusieurs reprises où il a fallu aussi un petit peu bluffer, donc leur montrer que non, on n'avait pas peur, même si on n'était pas rassurés. Et donc de se mettre à découvert et d'avancer un peu vers eux rapidement pour que hop ils fuient et que nous ensuite on puisse se mettre à l'écart. Mais ça, c'est une des rencontres où, effectivement, c'est long dans le déroulé, même si ça dure au final que 5 minutes.
et où il y a plusieurs étapes qui font que oui, le sang-froid doit être présent pendant pas mal de temps quand même. Tu passes une bonne nuit après ça. Voilà, exactement. Et où généralement, justement, quand on se déplace après à pied, on est très aux aguets de ce qui peut être à notre droite, à notre gauche, et parfois on se fait surprendre par un buffle, et où on le voit à 1 mètre de nous à gauche, c'est trop tard, mais lui nous a pas vu, donc on recule doucement en espérant qu'il nous voit pas, ce genre de choses. Parce que du coup, tu me disais, tu pars avec une radio au cas où il t'arrive quelque chose et une machette. Ouais. Mais bon, face à un buffle... Dans tous les cas, on n'utilisera pas la machette pour se défendre. C'est vraiment un dernier recours, et c'est particulièrement déconseillé. Ouais. Parce que ça peut blesser un animal sans le tuer, c'est la pire des choses. Dans le métier qu'on fait, on veut absolument pas tuer un animal. Bien sûr. Et donc non, généralement, la machette nous sert à ouvrir des sentiers, des chemins, à nous dépêtrer, mais en aucun cas, face à une rencontre dangereuse, il faut sortir la machette ou penser à utiliser la machette. Ouais. Au contraire. Il vaut mieux montrer qu'il y a aucun problème, on se respecte mutuellement et chacun trace sa route, ce qui est généralement la volonté de l'espèce qu'on va avoir en face aussi, et montrer vraiment aucun signe d'agressivité. D'accord. J'aimerais finir avec 2 questions. La première, c'est est-ce que tu peux me parler rapidement de la vie en autarcie, finalement, là où tu vis, dans le parc de la Lacadie. Et puis après, je te poserai la question suivante après. Ouais, ça marche. Alors du coup, dans le parc, donc sur le site de ce qu'on appelle la base vie, c'est là où on vit nous au quotidien. On est une dizaine, donc avec un groupe de chercheurs qui travaillent justement sur les mandrilles, le directeur du parc, donc avec sa famille, et aussi la vétérinaire, parce qu'il y a une vétérinaire au parc, vu que c'est également un sanctuaire de faune sauvage. Et, donc la vie en autarcie est assez particulière parce qu'on est au-delà d'être coupé un petit peu de toute vie quotidienne classique, on est en vase clos. Donc ce qui veut dire qu'on dépend énormément des personnalités qu'on a sur la base vie avec nous. Oui. Qu'une personne qui ne s'entend pas avec une autre personne, ça se ressent sur une ambiance générale et sur toute une dynamique qui peut même aller jusqu'à la dynamique de travail, donc ça dépend. Et au-delà de ça, il y a au quotidien une trentaine d'agents du parc, donc qui viennent mais qui ne restent pas sur place, qui viennent travailler en demi-journée ou en journée et qui repartent dans le village le plus proche qui est à 7 km de là. Vivre en autarcie comme ça inclut aussi un certain ravitaillement pour se nourrir, également pour avoir de l'eau, pour avoir de l'électricité. C'est toute une organisation, un entretien. Alors sur place, on a l'électricité par énergie solaire. D'accord. Donc avec des panneaux solaires, des batteries, etc. Mais forcément, parfois, il y a des couacs. Donc c'est pas impossible de se retrouver sans électricité jusqu'à on ne sait plus quand. Vous avez pas des groupes ? On a un groupe électrogène, mais le groupe électrogène n'est pas à l'abri aussi de manquer de c'est ça. fuel. Voilà, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un problème sur les circuits électriques des maisons ou du groupe ou des panneaux. Donc on sait jamais vraiment à quoi s'attendre s'il y a une coupure ou un problème. Pour l'eau, il y a tout un système de filtration. L'eau est puisée en contrebas donc dans une rivière. Et ensuite, elle est filtrée et on l'utilise, nous, en eau courante. Et pour se laver, du coup, t'as de l'eau chaude ou ? Alors, il y a, ça c'est le grand luxe, il y a quand même un cumulus. Ouh. Donc, effectivement, on a de l'eau chaude, on est quand même bien garni, on a également une machine à laver, on est quand même pas du tout à plaindre. L'eau, il faut faire un peu attention parce qu'effectivement, c'est la même chose. On sait pas trop s'il va y avoir un problème, s'il y a un filtre qui ne fonctionne plus comme il devrait fonctionner. Donc pour l'alimentation, ça change aussi. Après, il y a un petit jardin avec un poulailler. Donc ça, on a des œufs tip-top qualité bio. Super. Directement sur place. Ça, c'est génial. Après, chacun peut aussi faire son petit potager. J'ai moi-même un potager dans lequel je cultive 2-3 légumes, mais sinon, on se rend en ville, donc à 50 km de là, à Moanda, une fois toutes les 2 semaines. En ce moment, c'est particulier parce que normes Covid font que on y va moins souvent. Donc le ravitaillement est différent et on se ravitaille une fois toutes les 2 semaines en produits frais et secs. Mais les produits frais, forcément, ne tiennent pas toujours 2 semaines. Et s'il y a un imprévu, typiquement un confinement ou ce genre de choses, c'est particulièrement délicat de fonctionner sur ses réserves et sur ses stocks. Faut pas forcément être difficile sur ce qu'on peut avoir à manger au cours des 2 semaines. La première semaine, il n'y a pas de problème. La deuxième, parfois,
on est un petit peu sur les réserves. Ouais, bon, au pire, on fait une omelette. Exactement, voilà. Tant qu'il y a les œufs, c'est bon. Ouais, c'est ça. Ok, bon, merci beaucoup. Ma dernière question, c'est pour savoir un petit peu comment est-ce que tu te vois évoluer, toi. Est-ce que tu te vois évoluer toujours en Afrique et est-ce que tu te vois toujours évoluer dans ce domaine-là? Oui. De là où je serai, ça dépend vraiment des opportunités. Je suis dans une branche où malheureusement il y a beaucoup d'ouvertures de postes, mais beaucoup de compétition à l'étranger surtout, et que c'est de la compétition qui est internationale. C'est pas forcément une question de français ou d'européen ou de. Si généralement il y a la compétence locale, il vaut dans tous les cas mieux embaucher quelqu'un qui a une compétence locale. Ce qui fait que les emplois, et c'est une bonne chose, maintenant se tournent vers des emplois et des compétences locales. Mais voilà. Après, moi, j'aimerais beaucoup découvrir l'Amérique du Sud, donc toujours dans le même domaine, dans la même branche, savoir quelle est la richesse sur place, la richesse culturelle, la richesse naturelle, ou alors l'Asie du Sud-Est, ou même l'Alaska, où je suis particulièrement ouvert, tant que c'est au-delà des horizons. Et par contre, dans la branche, clairement, je compte y rester et je compte pousser encore plus mes connaissances et ma curiosité et intégrer de plus en plus la dimension humaine, qui est quand même particulièrement fascinante dans ces zones. Ok. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à toi. C'était vraiment passionnant et très chouette de t'écouter. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à en parler autour de vous. Et moi, je vous dis à bientôt sur Hello Africa. Au revoir, merci. Au revoir, merci.